là et merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Nous sommes aujourd'hui vendredi 21 juin 2024, journée fériée bien sûr au Togo, et puisque le pays rend hommage à ses martyrs. Ils sont 11 passés de quelques instants sur la nouvelle génération. Et merci de nous choisir pour ce 5e numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'Atevia sur la mise en onde de l'émission, bien sûr, et Gérald Akoutia était à la mise en ligne. Je suis Pascal Losso. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous qui nous suivez surtout alors partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénés. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Germain Poli, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal F. Bien passé la semaine? Nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu, c'est l'essentiel. Firmin Tekouagbo, bonjour. Bonjour Pascal Losso, merci de m'avoir invité. J'espère que tu as bien passé la semaine. Oui, bien évidemment, avec la grâce de Dieu, et nous l'achevons dans sa grâce et dans sa miséricorde. C'est l'essentiel. Restons toujours dans cette grâce et dans cette miséricorde du Tout-Puissant. C'est très important. Alors, monsieur Anani Kofi, bonjour. Bonjour à vos auditeurs. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé aussi bien la semaine. Ah, la grâce de Dieu nous soutient. D'accord, c'est l'essentiel. Alors, je l'annonçais qu'aujourd'hui, c'est une journée fériée. Donc, on penserait même d'ailleurs aussi que nous ne viendrons pas pour l'émission Club de la Presse, mais nous avons décidé de venir pour cette émission, bien sûr. Journée fériée parce que le Togo rend hommage à ses martyrs. Il y a des cérémonies officielles qui sont faites aujourd'hui déjà à partir de 7h30. Il y a ces cérémonies officielles qui sont faites sur l'étendue du territoire, même d'ailleurs au niveau alors du gouvernement. Il y a des dispositions qui sont faites qui sont prises, j'allais dire, pour ces cérémonies. Mais Germain, nous avons vraiment ce droit ou du moins cette obligation de rendre hommage à nos martyrs. C'est important. Oui, c'est important parce que, comme on le dit, la liberté s'arrache. Et avant d'être aujourd'hui des pays indépendants, même si certains pensent qu'il ne s'agit que d'une indépendance politique, avant d'être indépendants, il a fallu que nos aînés, nos papas, nos grands-papas, nos arrière-grands-pères ou nos ancêtres, donc pour certains, mènent un combat. Et dans ce combat, beaucoup ont perdu la vie. Et c'est eux que nous désignons comme martyrs, c'est ceux qui ont offert leur vie, qui ont offert leur sang pour notre bonheur aujourd'hui, pour notre liberté, pour notre indépendance. Et symboliquement, donc, au Togo, la fête des martyrs est célébrée ou commémorée le 21 juin en souvenir à cette vingtaine de combattants qui ont contesté le colonisateur donc en 1957 à Piaodo, et sur lesquels donc l'armée coloniale a ouvert le feu. Et il y a eu donc une vingtaine de morts avec un monument qui est érigé dans cette partie donc de la préfecture de la Kosa. Mais après, cette fête a été étendue plus globalement pour tous les Togolais qui, d'une manière ou d'une autre, dans des circonstances autres que celles-là, ont également donné leur vie pour la liberté, pour la patrie. Aujourd'hui, vous le savez, il y a plusieurs soldats qui, dans le nord du pays, par exemple, là, mettent chaque jour leur vie en danger pour nous sécuriser. Il ne s'agit pas de colonisateurs, mais il s'agit aujourd'hui de terroristes, par exemple. Et des Togolais aussi continuent par donner leur vie pour la vie de la nation, pour la paix, pour la liberté, pour le bonheur. Et donc, c'est normal qu'on se rappelle ce jour-là, et je parle des soldats justement parce que c'est d'actualité. Par moment, on oublie qu'on a ces gardiens de la liberté-là, ces gardiens de notre sécurité, qui sont constamment menacés, et donc qui, chaque jour, parfois
par malheur, on assiste à des décès. Donc, eux aussi sont des martyrs. Et donc, je profite personnellement pour rendre hommage aux forces de défense qui, aujourd'hui, à l'extrême nord du pays, risquent leur vie pour le Togo. Certains l'ont déjà perdu. On en connaît, on en a dénombré, malheureusement. Mais donc, aujourd'hui, il y a de ces martyrs-là qui vont et devraient être célébrés en cette journée. D'accord. Et c'est une journée consacrée justement à célébrer même d'ailleurs ces martyrs. Mais Firmin, est-ce que vous avez aussi l'impression que déjà la population s'implique dans cette célébration comme cela se doit? Puisqu'on a juste l'impression que, en fait, ça se passe alors au sommet alors du pays, avec le chef de l'État qui fait justement, qui préside même d'ailleurs ces cérémonies de dépôt de gerbes et tout. Mais finalement, au niveau de la population, puisque personnellement, j'ai sillonné quand même certains endroits du pays ce matin, j'ai constaté quand même qu'il y a l'ambiance comme cela se doit, l'ambiance ordinaire, quoi. En fait, c'est ce que moi je reproche souvent à Faure Gnassingbé, président de la République du Togo. Quand je prends le 5 février, vous voyez par exemple le 5 février, le chef de l'État se rend avec quelques membres du gouvernement à Pia, et le reste du pays ne sait pas véritablement qu'on parle du général Eyadema. Alors, Eyadema, ce n'est pas seulement le père de Faure Gnassingbé. C'est le président du Togo, vous imaginez. C'est un patrimoine national. C'est quelqu'un qui a dirigé le Togo pendant 38 ans. Donc vous imaginez, arrivé à un moment donné, je me suis dit que Faure Gnassingbé, c'est-à-dire, il s'approprie Eyadema, quoi. Il s'approprie Eyadema. Alors que, par exemple, le 5 février, ça doit être une journée véritablement nationale. Où du nord au sud, on pense à Eyadema. Parce que quoi qu'on puisse lui reprocher, il a dirigé le pays pendant 38 ans. Il a géré les grands intellectuels du moment. C'est lui qui a construit l'administration togolaise. Vous imaginez, quand on parle de l'environnement, quand on parle du Togo, du début du 21e siècle, c'est le général Eyadema. Donc c'est-à-dire, il faut que nous assumions notre histoire. Vous comprenez? Il faut que nous assumions notre histoire. Les gens peuvent nous dire plein de choses, tout ça. Mais quand vous sortez un peu du pays, quand vous parlez d'Eyadema, vous vous demandez, mais on parle de qui ça? C'est Eyadema, ça? Donc vous imaginez, parce que moi je le dis ce genre de choses parce que pendant longtemps, quand on était jeunes, on nous racontait des choses bizarres. Mais quand vous commencez par lire des choses et que vous découvrez, vous tombez sur des gens, vous vous rendez compte qu'en réalité, on vous a pas menti. C'est pour cela que je lance toujours des éloges à Maître Jean Desglis, qui, au-delà des crédits qu'il avance par rapport à Eyadema, il dit, mais l'homme, il a été très intelligent. Il a dirigé le pays, donc il ne peut pas bien de lui. Il a dit, vous lirez même son livre dont je parle toujours, Togo, la tragédie africaine. Vous découvrez la manière dont il a parlé de l'intelligence d'Eyadema. Extraordinaire. C'est-à-dire, vous vous demandez, mais c'est Maître qui parle du général Eyadema comme ça. C'est pour cela que je l'apprécie, parce que lui, il est objectif. Donc, Eyadema, c'est une icône. Eyadema, c'est une légende pour le Togo. 38 ans dans la vie d'une nation. Mais vous comprenez? Moi, j'ai une fois rencontré le maître Kofigo qui dit, mais quand vous rencontrez Eyadema, vous vous demandez, mais c'est de lui on parle? De tous ceux-là qui ont eu à le côtoyer, vous parlez bien de lui. Donc moi, je voudrais qu'on quitte ce stade-là de la même manière, qu'on arrive à expliquer à la population ce qu'est véritablement notre histoire. Il ne faut pas que juste une petite partie du Togo s'approprie Eyadema ou s'approprie les martyrs. Vous comprenez? Qu'on explique à la population qu'est-ce que la fête des martyrs représente pour nous. Des jeunes qui sont nés en 2000, qu'est-ce qu'ils comprennent de la fête des martyrs? Des jeunes qui sont nés en 90, en 98, qu'est-ce qu'ils comprennent de la fête des martyrs? Pour qu'on ne dise pas que les Douabazan, ce n'est pas possible. C'est notre histoire. Même si les gens sont morts à Pia-Odo, ce sont des Togolais. Ils ont versé leur sang pour nous. Vous imaginez, tout le monde n'était pas d'accord avec le général de Gaulle, mais les Français déifient toujours le général de Gaulle. Les Français parlent toujours de la Révolution française. Les Américains parlent des pères fondateurs des États-Unis. Nous, on a quoi? Nos pères fondateurs, il faut qu'on arrive à les célébrer, à leur rendre l'hommage qui leur est dû. C'est ça aujourd'hui. C'est pour cela que vous pouvez constater qu'à Lomé, là où nous vivons, beaucoup ne savent même pas que ce jour est férié. L'ambiance est normale. Alors que nous rendons hommage à ceux qui sont morts, à ceux qui ont contribué fondamentalement à construire notre nation togolaise. D'accord. Monsieur Nani, c'est vrai que la question que Firmin évoque concernant le fait que notre histoire n'est pas aussi si connue, de quelle enseigne que nous n'assumons pas même d'ailleurs cette histoire, et parce qu'il y a aussi des modèles, des gens quand même de par le passé qui étaient dans cette histoire, que peut-être nous n'arrivons pas à célébrer comme cela se doit. Est-ce que la politique aussi n'est pas passée par là? Pascal, aucun pays ne devient grand s'il n'arrive
pas à célébrer ceux-là qui ont joué un rôle important dans sa construction. Ceux-là qui sont tombés pour la cause commune. Mais dans tout ce qui se dit aujourd'hui, nous savons comment la fête des martyrs a commencé avec le massacre de Biaodo. À un moment donné, certains ont pensé que bon voilà, c'est une question de ceux du Nord qui étaient tombés. Et aujourd'hui, le gouvernement élargit cette célébration-là à tous ceux-là qui tombent, ceux-là qui perdent leur vie pour la cause commune. Et pour cela, il faut encourager le gouvernement dans ce sens. Mais il y a encore un travail de fond à faire. Celui de sensibiliser les Togolais. Je pense que le Togolais a un problème, c'est le manque de sentiment d'appartenance à la nation. Le patriotisme, vous voulez dire. On ne se sent pas concerné par tout ce qui se fait. Mais la faute en partie est au gouvernement. Le gouvernement qui ne sort pas suffisamment, qui ne sensibilise pas, pour que le citoyen puisse s'approprier tout ce qui se fait au nom de la patrie. Donc je pense que c'est un travail important que le gouvernement doit commencer par faire. Nous devons les applaudir pour cette initiative-là de pouvoir étendre la célébration de la fête des martyrs à tous ceux-là qui tombent, pas seulement ceux de Biaodo, les militaires qui tombent sous le coup du terrorisme, nos forces de l'ordre et les policiers, par exemple, qui tombent dans les mains des voleurs à main armée. Toute personne qui donne sa vie, ou bien qui perd sa vie dans la défense de la cause commune, cette personne-là a le mérite ou a le droit d'être célébrée. Et je pense que dans la célébration de ces personnes-là, le gouvernement doit faire en sorte que chaque Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans chaque coin et recoin de ce pays-là, toute personne soit impliquée. D'accord. Germain, est-ce que vraiment nous n'avons pas ce problème de patriotisme, c'est-à-dire le fait d'appartenir à notre pays, de se sentir concerné par ce que le pays fait? Bon, est-ce qu'on n'a pas un problème de patriotisme? Oui, par moment. Mais par moment aussi, on l'a vu un peu entre 2005-2006, quand le Togo s'est qualifié pour la Coupe du Monde. On a assisté à quelque chose d'assez phénoménal. Tout à fait. Et on s'est dit, mais si le foot est capable de créer ça, cette cohésion sociale, ça veut dire quelque part, il y a un esprit qui est là, il y a un nationalisme qui est là. Mais il nous faut des événements fédérateurs. Il faut des choses dans lesquelles tout le monde se retrouve. L'une des fêtes, malheureusement, sur laquelle on n'a pas su s'accorder, c'est le 27 avril. Malgré tous les efforts qui ont été faits pour réhabiliter cette fête-là, en faire une fête nationale, il y a une bonne partie de la classe politique qui ne prend toujours pas part à ces festivités. Et donc, c'est un petit triste à croire que tout a été politisé et les Togolais ont perdu même leur repère aujourd'hui. Et quand vous voyez quelqu'un comme Adebayor Cheyi, quelqu'un comme Agassa à l'époque, ces gens-là, c'était un peu comme ce ciment-là qui ont contribué à durcir un peu le socle de la nation togolaise, mais qui sont devenus ces héros-là. Aujourd'hui, on les traite comme si ils n'ont rien fait pour ce pays. Et là, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il manque de patriotisme dans notre pays. Vous avez vu la dernière fois, on a failli casser la maison d'Agassa juste parce qu'il a perdu un match. Adebayor, on n'en parle pas. Regardez comment le juge sur les réseaux sociaux, soi-disant, et tout ça. Donc, et on perd. Et quand on quitte cela même, on arrive au Made in Togo. Il y a des artistes, il y a des entrepreneurs, il y a plusieurs qui essaient de faire des choses. Il y a du génie togolais qui essaie de créer, de faire des choses. Mais quel accueil on réserve à tout ça? Il n'y a pas ce patriotisme-là. Moi, je parle là du patriotisme économique. La dernière fois, on en parlait quand on parlait de la consommation locale. Et même l'art culinaire. Aujourd'hui, on a de bons repas comme le feu de baobab. On a le fameux adémé à 4 ou 5 pièces qui est une sauce formidable. On a le aimolo que je me suis tapé ce matin avec beaucoup de bonheur. On a le com, on a un art culinaire énorme. Mais vous arrivez au Togo, aucun Togolais ne vous dira « Ah, si vous ne mangez pas la pâte avec adémé 5 pièces ou le feu de baobab ou de tout ça, tout ce qu'on veut. » Mais vous arrivez à Abidjan, le bonhomme vous dit « Ah, il faut que je t'amène manger un bon attiéké. »
C'est le gari, on a le gari ici. Personne ne te dira, viens, on va aller manger un bon gari avec des beignets dedans, avec des trucs comme on le faisait. Donc, on ne valorise rien. Cet amour-là pour ce qui vient de chez nous, ça manque un peu. Mais bon, c'est pas cette génération, ça date de longtemps peut-être. Mais je crois qu'il faut évoluer. Aujourd'hui, on a un ministère en charge des droits de l'homme, en charge de la formation à la citoyenneté, maître Paco Madjourovi, que je salue au passage. Je pense que il devrait faire un travail dans ce sens-là. Mais il ne s'agit pas simplement d'un travail politique à la base. Dans nos écoles, dans nos familles, il faut qu'on nous apprenne à aimer les gens et les choses qui viennent de chez nous. On s'approche. Vous allez voir un Togolais qui se dit... Mais est-ce que déjà, même à l'école, on ne peut pas commencer par nous apprendre cela déjà? Oui, mais la première école, c'est déjà la famille. L'autre école aussi, c'est la rue, entre guillemets. Vous voyez, donc, nous sommes formés à la maison d'abord. Nous sommes formés à l'école en plus. Nous sommes formés dans la rue et après dans la société en général. Donc, quand vous voyez des jeunes qui vous disent « Chez moi, chez nous au Togo, il n'y a rien de bon. Il faut qu'on quitte ce pays. » Mais au même moment, vous voyez des étrangers affluer au Togo pour profiter des opportunités énormes qu'il y a ici. Vous voyez un peu, quand un Togolais parle de lui ou de son pays, c'est à quoi que les gens parlent pour qu'on ait pitié d'eux. Les gens oublient toutes les opportunités qu'on a, toutes les bonnes choses qu'on a, dont j'ai parlé un peu en vrac là. Et donc, ça manque un peu, mais après, c'est la faute à personne, mais c'est à nous de comprendre simplement que si on ne valorise pas ce qu'on a, quand vous avez une femme à la maison, si vous dites qu'elle n'est pas belle, ben... Les autres aussi. Vous irez chercher ailleurs. Si vous avez un enfant, vous dites c'est un taré, au lieu de dire que ben, c'est un génie comme toi ou je ne sais quoi pour le valoriser. Et finalement, les autres aussi vont l'appeler taré. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Oui, Firmin, c'est vrai que ce facteur qui doit nous fédérer pratiquement n'existe pas. Et là, on se pose même la question de savoir si nous sommes vraiment une nation. Parce que une nation, c'est aussi ça. C'est toute une fédération. On comprend, il y a déjà quelque chose quand même qui doit nous unir. Et sur la base de cela, nous pouvons nous revendiquer d'être même d'ailleurs togolais. Quand on prend même d'ailleurs le Bénin, tout à côté de nous, moi, j'étais parti même visiter les Agodiers ou la place d'Agodier, où ça unit même d'ailleurs les Béninois. Oui, vous savez, l'histoire du Togo est un peu compliquée. La faute, je pense que peut-être on est mal parti en 1963 et le deuxième élément, on est mal parti en 1990. Au fait, c'est ça qui nous bousille, c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à trouver le repère approprié. Mais l'autre chose aussi, c'est que ceux qui gouvernent le pays actuellement n'assument pas l'histoire ou ne nous amènent pas à assumer notre histoire. Voilà. Deux choses. Première chose, je voudrais répondre à Germain quand il parlait de Adebayor et de Agassa. Bon, ça c'est le football. C'est des choses qui arrivent. Moi je me rappelle en 2006 ou 2004, 2005, lorsque le Real Madrid, c'était l'époque des Galactiques, les Galactiques ils gagnaient, ils alignaient des victoires, mais à un moment donné, c'était la défaite qui prenait le dessus. Et un jour, les Ronaldo, à l'époque, quand on parle des Galactiques, pour les plus jeunes, c'était les Ronaldo, le Brésilien, Zidane, Beckham, Owen, Raoul. Donc c'était leur époque. Donc ils brillaient. Mais il est arrivé un moment où ceux-là qui faisaient plaisir, qui rendaient joyeux le public de Santiago Bernabéu, c'est le stade du Real Madrid, ceux-là, ils ne comprenaient plus rien et ils alignaient des défaites. Un jour, un dimanche soir comme ça, ils ont brandi des pancartes, c'est-à-dire les supporters ont brandi des pancartes pour dire Fuera. Ils ont cité leur nom, Ronaldo, Zidane, et puis ils ont dit Fuera. Ça veut dire dehors. Vous comprenez pas, vous comprenez, c'est-à-dire des gens qu'on adulait, du jour au lendemain, on a dit, on ne veut plus de vous. Fuera, c'est en espagnol. Ça veut dire dehors. C'est la même chose aussi qui se passe un peu avec Agassa et ça s'est passé aussi avec Kader. Kader en 2006, lorsqu'on jouait la CAN en Angola, où Kader avait raté un but, mais nous étions le génie peut-être des autorités sécuritaires, peut-être on aurait démoli la maison de Koubadia Kader à l'époque. Donc c'est la même chose qui arrive à Agassa ou à Adebayor. Adebayor, lui, moi je pense que c'est une autre histoire, même si vous savez, vous êtes une légende, mais si vous n'arrivez pas à vous construire une personnalité, à vous donner une personnalité, personne ne vous respectera. Si vous voulez vous comporter comme un enfant de la rue, comme vous-même vous le dites, que vous croyez toujours
en 1990 ou en 2000, au début de votre carrière, des gens vont vous traiter comme un enfant de 1990 ou un enfant de 2000. C'est la même chose, c'est la situation qui arrive à Adebayor. Donc maintenant, l'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, c'est que le gouvernement ne gère pas bien cette histoire du patriotisme. C'est-à-dire, moi, je travaille quelquefois avec le ministère des droits de l'homme ou de la formation civique. Vous savez, il y a des documents qui sont extraordinaires. Il y a un travail de fond qui se fait sur le terrain avec la formation civique. C'est-à-dire, on parle du patriotisme. Un jour, j'ai accompagné la délégation où on avait demandé du soutien au niveau de la formation civique. Bon, moi, je suis arrivé à aller sensibiliser des jeunes au niveau de d'apparence pour leur parler du patriotisme et du civisme. C'était extraordinaire. Mais je me dis qu'à ce niveau-là, il faut mettre assez de moyens pour pouvoir intensifier la sensibilisation, pour amener les jeunes à savoir à connaître l'histoire du Togo et à l'assumer. Parce que quand vous ne connaissez rien, c'est-à-dire personne ne peut vous... Vous savez, quelquefois, c'est la proximité qui crée des relations. Quand vous êtes là, même vous n'avez pas votre nation proche de vous, votre État proche de vous, vous ne connaissez pas l'histoire du Togo. Ou chaque jour, quand vous allez à la maison, tout d'abord au niveau des études, le programme que nous avons du primaire à l'université, ce programme ne défie que l'Occident. Vous comprenez tout de suite, ça ne défie que l'Occident. Ça veut dire le premier volet, à ce niveau, doit être le fait que le gouvernement revoie tout notre système éducatif. Pourquoi on nous parle des Yadema? Pourquoi on nous parle de Sibanou Solimpio? En vrai, qu'on nous raconte vraiment l'histoire du Togo. Pourquoi on nous vante les atouts du Togo, du CP1 jusqu'en terminale? C'est-à-dire, moi, on a fréquenté, mais on connaissait mieux la France que le Togo. Vous comprenez? On a fréquenté, mais on connaissait mieux les États-Unis. Fréquenté au Togo, bien sûr. Bien sûr, moi j'ai fait toutes mes études ici. Mais on a fréquenté, on a fait des années sur le banc. Mais on maîtrise mieux l'Occident que le Togo. Parce qu'on ne nous vante pas l'histoire du Togo. Il faut que le travail se fasse à ce niveau-là. Qu'on revoie tout le système éducatif, notre parcours du CPE. Quand l'enfant vient à partir du CPE, qu'on lui parle vraiment du Togo. Les atouts historiques, géographiques, les hommes, les martyrs qui ont marqué l'histoire du Togo. Et l'enfant grandit avec ça, avec cette appartenance-là. Et donc, et aussi au niveau des médias, que le gouvernement finance suffisamment les médias pour qu'on diffuse qu'on appelle à tout du Togo. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Canal+. Chaque jour, quand vous allez dans toutes les maisons, la France s'invite chez vous. D'accord. Monsieur Anani, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas vraiment trouver quelque chose qui doit être fédérateur et qui doit nous unir, nous tous Togolais, dans lequel même d'ailleurs nous allons nous reconnaître? Pascal, j'ai une amie qui a l'habitude d'appeler ceux du Sud Togoto, les Togolais. Et dès que ce n'est pas une personne du Sud, pour elle, ce n'est pas un Togolais. Et la première fois que je l'ai entendu parler, j'ai trouvé ça bizarre. Et je me suis dit, mais c'est grave. Mais je me suis aussi dit, je ne suis pas sûr qu'elle soit la seule personne à penser de la sorte. Vous savez, il y a un travail de fond à faire dans ce pays. Primo, le gouvernement, en tant que l'organe qui dirige ce pays, doit d'abord revoir sa copie. Parce que pour être le leader, il faut avoir la capacité de rassembler. Il faut que le gouvernement s'asseye et réfléchisse à quoi faire pour donner à chaque citoyen ce sentiment d'appartenance à son pays. Vous allez à Accra, vous voyez n'importe quel garçon, il est en mesure de s'exprimer, non seulement en langue akan, ce que vous appelez Ashanti, il peut aussi parler le Gan, le Haoussa. Le petit Ghanéen de 7-8 ans, il arrive à s'exprimer en 4 ou 5 langues locales de son pays. Aujourd'hui, venez à Lomé, vous voyez un jeune, il n'arrive même pas à parler le kabyle. Et quand il entend quelqu'un d'autre parler kabyle, pour lui, c'est quelqu'un d'autre. Donc il n'est pas togolais. Voilà. Je pense que le travail doit d'abord commencer à partir du sommet. Et quand ça quitte le sommet, ça va descendre au niveau des médias. Les médias ont un travail de fond à faire. Maintenant, lorsque nous quitterons le côté des médias, il faut aller dans nos maisons. Le parent qui dit, par exemple, à son enfant, écoute, ne va pas dans la maison des cabillets, je pense qu'on doit cesser. Ce sont des erreurs qu'on commet et qui risquent de nous revenir de façon négative plus tard. Celui-là, c'est un Wati, celui-ci, il est de telle zone, il est de telle zone. Ces problèmes que nous avons aujourd'hui, ce manque d'appartenance à notre pays, c'est de notre faute. C'est de la faute au gouvernement, c'est de la faute aux médias, c'est de la faute à nos enseignants. Le travail doit recommencer à tous les niveaux. Chaque Togolais, chaque leader,
chaque leader d'opinion, chaque personne qui a cette responsabilité-là de pouvoir diriger, a le devoir de revoir sa copie. D'accord. Nous devons commencer à zéro. D'accord. Ok, je voudrais qu'on quitte le sujet. C'est vrai, on a eu à épiloguer un peu là-dessus. Moi, je voulais juste rapidement. C'est vrai, bon, le problème de tribalisme qu'il a évoqué, c'est vraiment pas propre au Togo. Hein. Dans nos pays où les nations ont été créées de toutes pièces, avec des disparités ethniques, tout ça, on assiste à ça. Ce que je veux, je discutais une fois avec un Français. Il me dit, les Togolais n'aiment pas trop leur pays. Je dis, mais pourquoi il le dit? Il me dit, mais quand tu es en France, tu vois des Africains amener un projet, un Togolais arrive, il parle d'un projet, il va dire, ah, chez moi, ça va être difficile à faire. Chez moi, il n'y a pas les conditions, ne sont pas réunies, le gouvernement, tout ça. Il commence pas à mal parler de son pays. Mais quand tu vois un Malien, par exemple, ou un Sénégalais, il te dit, quand tu lui parles d'un projet, il te dit directement, ah, ce projet-là, chez moi au Mali, ça passe, ça peut se faire. Il dit comment? Non, tout est prêt. Tout ce que vous demandez, les conditions sont réunies au Mali. C'est quand on lui donne l'accord que, ah là, c'est intéressant, on va aller. Il court, il va au Mali. Il dit, voilà, il y a tel projet qui va arriver. Je leur ai dit déjà que tout est prêt ici. Il sait bien que c'est pas prêt. Hein? Et c'est maintenant que le Mali se prépare maintenant pour remplir les conditions et le projet arrive. Pour dire quoi? Le Malien, tout de suite, pouvait dire, il peut dire la même chose que le Togolais. Ah, chez nous, c'est compliqué, on ne peut pas faire. Il n'y a pas les conditions, notre gouvernement et tout ça. Mais le Malien ne dira pas ça. Parce qu'il sait que ça rapporte de l'argent. Ici, on a vu les gens, parfois, pour des raisons politiques, créer des problèmes au pays, aller contre les intérêts du pays. Donc, c'est un peu... Alors que les politiciens, ils sont là, c'est les populations qui souffrent. Si l'argent ne vient pas, les politiciens, ils ont toujours le minimum. Hein. Ceux qui gèrent, ils ont donc. Mais c'est peut-être ça. Et vous voyez des Maliens, vous allez voir des Sénégalais qui, en Afrique, sont des champions. Les Ivoiriens suivent un peu. Moi, je me rappelle le début de la CAN la dernière fois. Mais l'équipe ivoirienne n'aurait jamais pu remonter la pente si les gars-là n'étaient pas ce qu'ils sont. Malgré les difficultés, ils ont supporté leur équipe. Il y avait un désespoir total. Mais si c'est ici, les gens n'iraient même pas au match. Vous voyez? Non, donc, vous savez... Je crois que tout ça, après, moi, je n'accuse personne. Hein, parce que, comme je le dis, la famille même est responsable. Ce que vous dites devant les enfants, ils retiennent ça. Tout à fait. Donc, ça part de nos maisons. Ce que nous disons du voisin, chacun d'entre nous, nous sommes tous hostifs. C'est vrai qu'on parle telle ethnie, de toutes les ethnies font la même erreur. Elles décrivent mal les autres ethnies. Elles passent un mauvais message sur les autres ethnies. Et les enfants, ils grandissent avec ça. Ils grandissent même dans les écoles où ils doivent se frotter, s'unir. Ils partent déjà avec la discrimination, ce qu'on leur a enseigné. Vous allez voir des gens se sourire. On a vu pendant un temps lors des élections au Togo, au moment où les élections étaient violentes, mais c'était inimaginable. Des gens qui se saluent, qui font des choses, même certains qui sortent, qui laissent leurs clés à des voisins, mais ils sont méconnaissables. Ils se comportent comme s'ils n'ont jamais été des voisins et tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout ça est derrière nous. Je crois que dans les partis politiques, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais ce patriotisme-là, je crois que, moi je le résume simplement à ça. Ce qui vient de chez nous, on doit apprendre à l'aimer. D'accord. Ou même on est obligé de l'aimer, et les Chinois sont passés par là. Ils ont même forcé la Suisse, bien sûr. Oui. Mais je l'ai dit une fois ici. J'ai vu quelqu'un qui est en Chine, je lui demandais comment la Chine a fait, il me dit simplement ceci. À un moment, les autorités chinoises ont dit aux Chinois, consommez les produits chinois, sinon les dieux de la Chine vont vous maudire. Et et le message est passé sur plusieurs années. Et aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est. D'accord. Le sujet est intéressant, je le sais. Oui, cher Anani, rapidement, pour quelques secondes, 10 secondes. J'aimerais juste lancer un appel à nos frères et sœurs qui aujourd'hui, à travers TikTok, les réseaux sociaux, sont en train de faire des vidéos. De saisir cette opportunité-là, à travers leurs vidéos, de pouvoir sensibiliser les Togolais, pour qu'on puisse se défaire de ces clivages ethniques. D'accord. C'est très important. Non, moi, juste un petit moment, moi je dis, le premier grand responsable, c'est le gouvernement. Parce que c'est
il revient au gouvernement. Il revient au gouvernement de donner le ton, en fait. Pour dire en réalité, bien sûr, toutes nos familles... Mais est-ce que la responsabilité n'est pas partagée? Oui, c'est partagé, bien sûr. Oui, toutes nos familles sont déjà polluées par rapport à ça, presque. Oui, toutes nos familles sont déjà polluées. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire aussi. Il y a un travail à faire, mais il faut que le gouvernement aussi nous donne le ton pour dire en réalité, nous avons commis des erreurs. Parce qu'il y a une nouvelle génération, moi je le dis toujours, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Mais il faut que le gouvernement saisisse cette chance-là pour dire, pour revoir sa politique. En réalité, le gouvernement a déjà monté le temps. Aujourd'hui, quand vous voyez un parti comme UNIR qui est au pouvoir, il n'y a pas cette affaire de tribalisme. Ils ont réglé déjà. Il suffit que les Togolais regardent pour faire comme ça, mais ils ne vont pas le faire tout simplement parce que dans nos familles, le mal est profond d'abord. Il y a une méfiance qui ne s'explique pas. On pense que c'est l'autre qui est mauvais. Tout la défend l'école à l'autre, et c'est dans tous les cas. D'accord. Merci beaucoup, Germain. Voilà, nous allons quitter le sujet. Je sais que c'est un sujet très intéressant. Si nous voulons vraiment épiloguer sur le sujet, on partirait même d'ailleurs toute l'émission, toute l'émission quand même à dire, à parler alors de ce sujet. Mais je voudrais quand même qu'on parle d'autre chose, bien sûr. C'est cette démission alors du ministre Kakon Boukpo à l'UMOA. Et oui, le ministre Kakon Boukpo, l'ancien ministre togolais de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques qui était nommé depuis le 10 mai 2021 commissaire chargé alors du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de la commission de l'UMOA vient de démissionner et nous l'avons appris hier. Jamais, quand vous avez appris cela, c'est vrai que les raisons n'ont pas été données en tant que telles selon les articles que moi j'ai lus sur comment les différentes plateformes. Mais un Kakon Boukpo qui démissionne, ce n'est pas nouveau quand même. Bon, il démissionne, je ne sais pas, il n'a pas donné ses raisons, donc c'est un peu difficile de communiquer dessus. Maintenant, vous savez, dans le jargon diplomatique, quand on dit quelqu'un démissionne, il peut partir de lui-même ou on peut le pousser à la démission. Mais on lui demande gentiment de démissionner. C'est comme un gouvernement où le président demande au chef du gouvernement. Vous pensez que c'est gentiment? C'est aussi une impression. Non, ça je dis, je ne connais pas les raisons. Est-ce qu'il a eu des problèmes là-bas? Est-ce qu'il a d'autres projets pour lesquels il veut quitter l'UMOA pour aller ailleurs? Tout ça, donc on n'en sait rien. On attendra peut-être d'avoir plus d'informations. D'accord. Oui, Firmin, c'est vrai qu'on se souvient même d'ailleurs de l'OIF, la francophonie, où le ministre Kakon Boukpo a démissionné aussi là-bas. Tel que je posais la question à Germain tout de suite, ce n'est pas du nouveau quand on écoute que Kakon Boukpo a démissionné quelque part. Non, vous savez, moi, je voudrais que... je ne sais pas comment m'exprimer, mais je voudrais qu'on arrive à faire la différence entre un esprit libre et un esprit qui veut servir. C'est-à-dire, il faut que Kakon Boukpo peut-être arrive à faire cette réflexion-là. Moi, j'ai commencé par suivre Kakon Boukpo par 2009, 2010, quand il parlait, 2011, 2012, quand il parlait du franc CFA et de la Grèce. À l'époque, moi, je pense qu'à l'époque, c'était un homme qui parlait sans émotion. Parce qu'il demandait aux Africains, il dit, mais le fait, l'essentiel n'est pas de créer la monnaie. Parce que si vous créez une monnaie et que vous n'avez pas une économie forte, vous allez vous retrouver dans la situation de la Grèce. C'était ce propos à l'époque, quoi, lorsque la Grèce s'effondrait avec cette crise-là. Mais arrivé à un moment donné, j'ai vu en Kakon Boukpo un homme trop passionné avec l'histoire du franc CFA, mais je ne voyais plus ce Kakon Boukpo en intellectuel qui pouvait faire un certain nombre de propositions. Quoi, il y avait trop d'émotions? Il y avait trop d'émotions. Et aussi, il est rentré dans un gouvernement. Vous rentrez dans un gouvernement et après, on ne sait pas, avec ce que lui-même il a dit, il avait dit que c'était Ouattara qui avait demandé à Fagne Singbe de le sortir du gouvernement, il avait dit ça. Et aussi, après... Surtout compte tenu alors de sa position. Compte tenu de sa position. Vous avez votre position et que vous voulez toujours assumer cette position, vous devez vous constituer un esprit libre. C'est-à-dire que vous êtes là et vous faites des propositions. Vous allez de conférence en conférence et vous vous faites écouter. Mais si vous parlez du franc CFA, qui est très cher à la France, et vous voulez servir à la francophonie, vous servez qui? Vous servez la France. Après, vous baladez sur les médias français. France 24, TV5, Monde. Vous voulez quoi au fait? Mais quand vous baladez sur ces médias, vous travaillez la francophonie. Après, vous dézinguez un peu la politique africaine de la France par rapport au franc CFA, mais on va vous dézinguer aussi. C'est pour ça que Ouattara étant le point focal entre guillemets, si vous me le permettez, étant le point focal de la France en Afrique, il peut facilement passer par tous les moyens pour vous dézinguer. Et puis, là où moi je le critique, voilà, c'est là où moi je vais le critiquer. Vous savez, vous êtes à l'UMOA grâce
à l'appui du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Parce que c'est le Togo qui est là-bas. Et on a parlé de la constitution de la 5e République. Vous avez vu ça sortir sur RFI? Normalement, vous êtes un diplomate. Vous tenez des propos beaucoup plus diplomatiques. Mais là aussi, est-ce que ce n'est pas un esprit libre? Non, là-bas, vous travaillez à l'UEMOA. Oui. Vous n'avez plus un esprit libre. Parce que vous avez eu l'appui d'un chef d'État. Et donc, vous ne vous appartenez. Vous savez, par exemple, moi, je suis chroniqueur politique. Je suis libre. Je peux faire toutes les critiques. Je peux critiquer le président de la République. Mais si, par exemple, je devenais ministre, mais je ne suis plus chroniqueur politique. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, j'aimerais être libre comme cela. Vous comprenez? Donc, ici, vous allez à l'UEMOA. Grâce à l'appui de votre pays, du numéro 1 de votre pays. Et vous entendez parler de la constitution de la 5e République. Et vous allez sur RFI, vous raconter toutes ces choses-là. Mais vous allez avoir des problèmes. C'est normal. Soit vous voulez être libre, vous critiquez, vous faites toutes les critiques, mais quand vous rentrez dans ces sphères, dans ces réseaux, vous n'avez plus droit à un certain nombre de critiques. Mais là aussi, Firmin, c'est que quand il quitte alors, soit une institution internationale même, finalement, il rejoint encore une autre institution, sûrement que c'est avec l'appui alors du chef de l'État, bien qu'il ait démissionné même d'ailleurs de l'autre côté des Oui, c'est grâce à vous voyez, vous savez, vous devez être reconnaissant. Parce que vous savez, quoi qu'on puisse vous pouvez avoir votre diplôme, vous pouvez avoir votre agrégation. Mais si vous n'avez aucun réseau derrière, vous allez chômer. Hein. L'essentiel n'est pas d'avoir des diplômes. Hein. Écoutez, si on veut, par exemple, on veut lui fermer toutes les portes sur le plan international, on va lui fermer toutes les portes. Donc aujourd'hui, moi, je lui reproche le fait de n'avoir pas été diplomatique sur RFI lorsqu'il s'était agi de parler de la constitution de la 5e République. Parce qu'étant membre de l'UEMOA, étant fonctionnaire à l'UEMOA, il devait se dire, mais il doit être amené à protéger l'image de mon pays. Parce que quand vous parlez du chef de l'État là-bas, ce n'est pas le président de UNI, mais vous parlez du président de la République. Vous désignez votre président ou la politique de votre président à l'international. Mais moi, vous dis, mais vous êtes où là? Vous n'êtes pas diplomatiquement sérieux. D'accord, monsieur Anani, déjà Kakoni Moubouko qui démissionne, je le disais, ce n'est pas aussi pour la première fois qu'il démissionne, mais toujours est-il que, allez, il est libre quand même de démissionner quand il veut. Toute personne est libre de démissionner de tout emploi qu'il trouve inconfortable. Mais moi, j'ai un problème, celui de me retrouver dans la confusion à chaque fois que j'entends parler de ce professeur-là, cet ancien ministre-là. Écoutez, ce monsieur, sur la base de son parcours jusque-là, hormis son passage au gouvernement, il s'est comporté, ou bien il a eu ce manteau-là de diplomate, de quelqu'un qui a représenté ce pays-là, et qui, jusqu'avant sa démission, était représentant de ce pays. Lorsque vous portez le manteau, ou bien vous vous asseyez dans la chaise que vous a donné votre chef d'État à l'extérieur, je pense qu'il faut faire attention à ces sorties. Ce monsieur a des positions ou a une philosophie vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de la sous-région, que je respecte. Mais aussi, je pense que ces décisions, ces prises de position portent à confusion. Soit il est quelque part, soit il ne l'est pas. Mais là, il nous place au milieu. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est encore prématuré de faire une analyse juste de ce qui se passe à son niveau. Puisque nous ne connaissons pas les raisons. On ne connaît pas encore les raisons de sa démission. Et je pense qu'il faudrait juste attendre. D'accord. Germain oui. Non, je ne vais pas trop mentir. Bon, maintenant, est-ce que c'est parce qu'il a fait une sortie sur la révision constitutionnelle? Non, moi je n'ai pas dit que c'est la raison. Non, voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Moi je dis c'est la critique que moi je lui porte. C'est ce que je voulais dire. Sa sortie n'a rien changé. Au cours de l'histoire, il y a une assemblée qui a pris ses responsabilités. Bon. Non, moi je ne lis pas ça à sa démission. Non, je ne lis pas sa démission. Parce que j'ai cru entendre qu'on faisait un lien. C'était pour dire que sa sortie n'a eu aucun impact sur le processus de la révision de la Constitution. Si vous voulez, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Il s'est exprimé. Maintenant, on ne sait pas pourquoi il a démissionné. Est-ce qu'on l'a contraint à la démission ou il a choisi de démissionner? Pour quelle raison? Est-ce que le Togo ne lui fait plus confiance? Est-ce qu'il a trouvé mieux? Donc, on n'a aucune idée de ce pourquoi il a démissionné. Maintenant, c'est vrai que ça reste une surprise parce que c'est des postes que les gens envient, les gens aimeraient être là-bas, et quand quelqu'un y est qu'il démissionne, ça crée quand même l'actualité. On se pose des questions. Bon, j'aurais peut-être... Comme il aime bien faire des sorties, peut-être que d'ici peu sur les réseaux sociaux,
Et il va expliquer pourquoi il a quitté la commission de l'Euro. D'accord, oui, mais on va quitter le sujet. Non, juste un petit rappel de ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit n'a rien à voir avec sa démission. Tout à fait. J'ai juste dit que moi, c'est une critique personnelle que je porte à son endroit. Que quand vous êtes dans une institution internationale, grâce à l'appui de votre chef d'État, vous devez être amené à protéger l'image de votre chef d'État et de votre pays. Et là, même s'il y a des soubresauts à l'interne, c'est-à-dire dans votre pays, vous n'avez pas à dézinguer votre pays ou la politique qu'on est en train de mener dans votre pays. C'est compris. Comme quoi, on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. D'accord. Alors, oui, mon cher Anani, c'est vrai que déjà, nous connaissons en quelque sorte la configuration du bureau de l'Assemblée nationale depuis le vendredi dernier, bien sûr. Et ce bureau est chapeauté par Monsieur Kodjoua Dédé. C'est lui le président, bien sûr, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est de savoir qu'est-ce que les Togolais doivent attendre alors de ce nouveau président. Écoutez, cette nouvelle Assemblée nous vient de cette initiative de nouvelle constitution. Tout à fait. Qu'on ne nous a pas encore vendu suffisamment. Nous ne savons pas aujourd'hui les motivations réelles qui a amené le pouvoir à changer, à nous faire passer de la 4e à la 5e République. Aujourd'hui, nous avons un Parlement et nous venons d'avoir un président. Il nous appartient juste de regarder les choses se passer, d'attendre un peu, de voir comment les choses vont se dérouler. Parce que ce sont eux qui ont un plan et qui n'ont pas suffisamment mis à découvert ce plan. Donc, on attend de voir comment ça va se passer. Pour le moment, je pense qu'on... J'aimerais... Sévan Kodjoua Dédé, qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que les Togolais devaient s'attendre alors de ce nouveau président? C'est de s'attendre à ce qu'il permette à l'Assemblée de gérer désormais le grand pouvoir, qui est le Parlement plutôt pas l'Assemblée, parce qu'aujourd'hui l'Assemblée, le Parlement a deux têtes, l'Assemblée nationale qui est dirigée par le président et le Sénat. Et le Sénat qui va être mis en place très très prochainement, donc qui aura aussi son président. Maintenant, c'est vrai que les députés sont un peu plus influents que les sénateurs. En tout cas, c'est eux qui élisent seuls le président du Conseil. Et les deux chambres élisent le président de la République. Donc aujourd'hui, c'est un Parlement qui a beaucoup plus de pouvoir. Et donc une Assemblée nationale qui a un pouvoir qu'elle n'avait pas jusqu'ici. Donc on attend de ce président-là qu'il amène cette institution à bien se porter, à bien se comporter et à jouer son rôle dans le système parlementaire que nous sommes en train de vivre et qui a été vanté, sur lequel certains aussi ont émis des réserves et des craintes. Donc si demain l'Assemblée nationale prioritairement et le Sénat en plus donc arrivent à jouer leur rôle, à mettre en place un gouvernement qu'ils contrôlent effectivement et qui permettent aux citoyens aussi, donc à travers ces députés-là, de suivre de très près ce que le gouvernement fait, et si c'est en accord avec les préoccupations et les besoins des citoyens, je crois qu'on ne pourrait que le féliciter. Et maintenant, il est élu pour un temps qui n'est pas assez long. 3 ans. C'est pour 3 ans renouvelable. Donc on espère qu'il pourra bien remplir son premier mandat et qu'il se verra accorder une seconde manche de ce mandat pour pouvoir peut-être amener cette nouvelle Assemblée nationale à terme. D'accord. Firmin, quels sont peut-être les atouts de M. Adédié ou du ministre Adédié pour arriver à relever les défis auxquels il sera confronté? Non, moi je vais vous décevoir, parce que est-ce qu'on a tenu du compte du ministre Adédié pour le positionner à la tête de l'Assemblée nationale? Moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi je me dis que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le pays aujourd'hui. Le président de la République, il se dit, bon, il faut lui trouver une porte de sortie. Mais c'est comme ça, moi, je conçois la chose. Vous savez, avant de parler de cela, il faut arriver à faire la différence entre le président de l'Assemblée nationale sous la 4e République et le président de l'Assemblée nationale sous la 5e République. Sous la 4e République, le président de l'Assemblée nationale, c'était un gars puissant. Parce que sous cette
4e République, lorsque le président de la République est empêché ou est en vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Et deuxième personnalité. Deuxième personnalité du pays. Donc, il devient automatiquement président de la République. C'est ce que nous avons vu avec Abbas Bonfo. Donc, et aussi, sous cette 4e République, il n'y avait qu'une seule chambre. Donc, il était le président de l'Assemblée nationale, mais aussi il était le président du Parlement, puisqu'il n'y avait qu'une seule chambre. Cette disposition transitoire dont nous parlons aujourd'hui dans la 5e République, il y avait aussi une disposition dans la 4e République, hein, que le président de l'Assemblée nationale va jouer le rôle du Parlement, ou l'Assemblée nationale jouera le rôle du Parlement, jusqu'à ce qu'on mette en place la chambre haute, qui est le Sénat. Mais jamais on a mis en place la chambre haute, qui est le Sénat, sous la 4e République. Donc, le président de l'Assemblée nationale, sous la 4e République, c'était puissant, la deuxième personnalité du pays. Maintenant, ici, sous la 5e République, la donne s'énonce autrement. Tout d'abord, celui-là, l'homme le plus puissant de la 5e République, c'est le président du Conseil. Le deuxième, c'est le président de la République. Le troisième, c'est le président du Sénat. Et le quatrième, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et aussi, l'article 38 de la Constitution de la 5e République dit simplement que, en cas de vacances au niveau du sommet, c'est-à-dire au niveau du président de la République, c'est le président du Sénat qui devient automatiquement le président de la République par intérim, et non le président de l'Assemblée nationale. Donc vous imaginez, là vous comprenez tout de suite que celui-là, le nouveau président de l'Assemblée nationale, il n'a pas assez de pouvoir comme ce fut le cas sous la 4e République. Donc, et de plus, on parle de 3 ans. Sous la 4e République, c'était 5 ans. On a vu des gens qui ont fait 2 mandats. Donc ici, par exemple, Tchegan, c'était une dame puissante parce que les tests le lui permettaient. Et ici, le président de l'Assemblée nationale n'a qu'à faire 3 ans. Et puis si on le lui renouvelle, il fera 6 ans. Donc, quand on voit un peu la liste, le président de l'Assemblée nationale, Adedje, vous voyez après Myriam Dessous, ça veut dire c'était une dame puissante parce qu'elle gérait INAM, elle était ministre de pas la base. Là, c'était des régies financières extraordinaires. Et quand vous faites partie du bureau, ça veut dire que vous perdez tout ça là. Pourquoi on l'a sorti de là? Peut-être le président de la République a dit, bon, vous en avez fait assez, donc il faut qu'on vous trouve une sortie honorable. Quand on voit par exemple le professeur Kokoroko, tout le monde sait ce qu'il a fait à l'université, c'est brillant. Et il est venu ministre des enseignements primaires et secondaires, il a fait ce qu'il a pu, et il a révolutionné un certain nombre de choses, il a eu du cran, il a eu de la volonté, mais ça a trop crié autour de lui. Et moi j'ai compris qu'en réalité, Faure Gnassingbé, là où il ne veut plus trop de bruit autour de lui, il ne veut plus trop de superbes ministres autour de lui. Et il se dit maintenant, bon, vous avez fait, hein, maintenant, allez rester là-bas, je vous garde là-bas, pour qu'on n'ait plus trop de bruit. Les autres vont continuer. C'est une porte de sortie? Oui, moi je trouve que c'est bon, le nouveau bureau c'est juste une porte de sortie. Ah bon. Monsieur Adani, vous avez aussi la même impression que finalement, alors, ces gens-là qui sont nommés, même d'ailleurs des ministres, hein, qui sont au niveau même d'ailleurs de l'Assemblée nationale et qui sont dans le bureau aujourd'hui, finalement, c'est une porte de sortie? Je vais dire ceci. Cette 5e République, c'est la pire escroquerie politique de l'histoire de notre pays. Comment ça? Parce que, écoutez, celui-là qui avait tous les pouvoirs, qui avait la même mise sur tous les secteurs du pays, qui pouvait faire d'un homme un homme fort, qui pouvait faire d'un autre un homme faible, aujourd'hui, il enlève ce costume-là de président de la République, il se trouve un autre costume, et maintenant, il est ce costume-là qui était là avant, mais dépourvu de tout pouvoir. Aujourd'hui, comme l'a dit mon frère, l'homme le plus puissant, l'homme qui a toutes les manettes aujourd'hui, ce n'est plus le président de la République, ce n'est pas non plus en son absence le président de l'Assemblée nationale, c'est un seul homme. C'est le président du Conseil des ministres. Voilà. Alors, on nous avait dit que cette 5e République allait donner la voix à plus de démocratie, à plus de tel ou de tel. C'est dans ce sens que moi je dis que c'est une escroquerie politique. Je ne sais pas quoi appliquer cette 5e République. Nous sommes dans le temps de transition. Mais je ne comprends pas le classement qu'ils sont en train de faire. L'homme qu'on prétend qu'il est le plus puissant, il doit sa puissance à l'Assemblée. Le président du Conseil est le président du parti majoritaire à l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée qui le désigne. Donc l'Assemblée est l'institution la plus puissante, même si on parle de Parlement. Parce que le président du Conseil, le Sénat ne le désigne pas, c'est l'Assemblée nationale seule. Donc quand on dit un régime parlementaire,
c'est que c'est le Parlement qui a plus de pouvoir. Quand on dit un régime présidentiel, c'est le président qui a plus de pouvoir. Bon, quand vous décrivez, je suis un peu d'accord, mais c'est une partie du pouvoir du Parlement que vous décrivez. Le Parlement peut faire tomber un gouvernement. Oui, le Parlement peut faire tomber un gouvernement. Dans le président du Conseil, c'est vrai que c'est sa majorité, parce que dans le cas du Togo, on n'a pas eu beaucoup besoin de coalition pour former une majorité. Donc, il y a un seul parti qui a eu cette majorité, c'est plus facile. Mais l'Assemblée est puissante. Donc, quand on nomme quelqu'un dans un bureau d'une assemblée qui, contrairement à ce que Firmin disait, est beaucoup plus puissante qu'elle l'était, hein, on semble minimiser. Et donc, je crois que là-bas, on ne met que des hommes de confiance. Parce que le président du Conseil sait qu'il doit aussi, une partie de sa place et de sa stabilité, son gouvernement le doivent à l'Assemblée. Et c'est une Assemblée qui sera régulièrement appelée à interpeller le gouvernement beaucoup plus que ce à quoi on a assisté avant, à contrôler beaucoup plus. Donc on oublie cet aspect, on croit qu'on est comme dans l'ancienne Assemblée, où on peut appeler des ministres et ils ne vont pas se pointer. L'Assemblée peut démettre tout le gouvernement. L'Assemblée d'avant n'a pas ce pouvoir. D'accord. Donc, nous, quand ils ont fait ce classement, quand on dit le président du Sénat est plus important parce qu'il peut remplacer le président de la République. Un président de la République qui n'a aucun pouvoir. Même le remplacer, ce n'est pas un pouvoir, ça. Donc, aujourd'hui, je reconnais le gouvernement, le président du Conseil est très puissant, mais l'Assemblée nationale est beaucoup plus puissante que ce à quoi on a assisté jusqu'ici. D'accord. Donc, moi, je vois... Deux petites choses. Oui. Sous la 4e République, il n'y avait qu'une seule chambre. C'était l'Assemblée nationale. Mais sous la 5e République, il y a 2 chambres. C'est ces 2 chambres-là qui constituent le Congrès, le Parlement. Ouais. Donc vous imaginez. Donc, les pouvoirs sont partagés. Non. Entre l'Assemblée nationale. On ne pas le président du Conseil. Non. En réalité, on n'élit pas le président du Conseil. Vous êtes en train de dire le président du Conseil le plus puissant. Non, le président du Conseil, il n'est pas élu. Il est désigné par qui? Non. C'est-à-dire à l'issue des résultats législatifs. C'est l'Assemblée qui le désigne. Ah non. C'est le parti. Dans la Constitution de la 5e République, le parti, lorsque la Cour constitutionnelle proclame les résultats, le bureau, c'est-à-dire le bureau du parti majoritaire, envoie le nom du chef du parti majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, pas au Sénat. Non. Voilà, c'est la même chose. Le président de l'Assemblée nationale. Même si c'est une formalité, c'est la même chose. Oui, donc, mais ce n'est pas une élection. Maintenant, sous la 5e République... C'est sans débat, bien sûr. C'est sans débat. Et c'est sous la 4e République, l'Assemblée pouvait démettre un gouvernement. Moi, je me rappelle, du temps de Adoboli... Oh non, c'est une mauvaise interprétation. Non, du temps de Adoboli. Il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle la question de confiance et la motion de censure. Sous la 4e République et sous Agbiou, mais à l'époque, Agbiou est président de l'Assemblée nationale, à l'époque, on avait voté une motion de censure contre le gouvernement Adoboli. On était dans quel régime à l'époque? 4e République. Oui, quel régime? Présidentiel. Oui, semi-présidentiel. Oui, moi je parle de la 4e L'Assemblée n'a pas ce pouvoir. Non, l'Assemblée a ce pouvoir. C'est l'Assemblée qui a voté. C'était l'Assemblée qui a voté la motion de censure et le gouvernement Adoboli est tombé. C'est la même chose. Même ici, on n'en avait même pas besoin. Non, c'est la même chose. C'est juste dire ici, c'est 2 chambres. Et on n'élit pas le chef du parti majoritaire. Non. Juste après les législatives, tout le monde sait aujourd'hui. On le désigne. Non, tout le monde sait aujourd'hui que le prochain président du Conseil des ministres, c'est Fonia Singbe. Puisqu'il est le président du parti majoritaire. Oui, monsieur Anani. Pascal, écoutez, le président du Conseil n'est pas désigné. Le président du Conseil devient président du Conseil de facto parce que c'est son parti qui a remporté les élections. Pourquoi on envoie son nom à l'Assemblée? Pour moi, c'est juste une formalité. Ben voilà. Si ce n'était pas nécessaire, on ne le ferait pas. Puisqu'on n'envoie pas le même nom au Sénat. Oui, mais quand il forme son gouvernement, il va présenter ce gouvernement à qui? Oui, mais est-ce que vous pensez quand même qu'aujourd'hui, on peut envoyer un autre nom, à part le nom de Fonia Singbe? Non, c'est déjà clair que c'est le président du parti. C'est une formalité. Tout à fait. Oui, c'est une formalité, mais quand il forme son gouvernement et sa politique, il va présenter ça où? C'est devant le Parlement. Oui, l'Assemblée peut dire non. Oui.
l'Assemblée peut lui dire non. Oui, ça c'est... Il ne va pas entrer en fonction si l'Assemblée dit non. Je dis, l'article 47, l'article 47 de la Constitution de la 5e République dit ceci. Le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle devient président du Conseil. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas une désignation, ce n'est pas une élection non plus. C'est clair. Oui, alors, d'accord, il nous reste pratiquement 3 minutes. Oui, que c'est l'Assemblée nationale. Je vous ai compris. Voilà, c'est un régime parlementaire. Et c'est l'Assemblée nationale qui est plus forte, bien sûr. Voilà. On le désigne, on le lit forcément. C'est une formalité, on le sait. Tout à fait. Mais quand il forme son gouvernement, le mécanisme du régime parlementaire, c'est que le Parlement a un droit de contrôle réel sur le gouvernement. D'accord. Qu'il peut pousser à la démission aussi. Mais le système qu'on avait avant, mais si tu as démoli, ça a été une petite mascarade. Mais il y a des gens qui n'avaient pas besoin de cette motion pour le dégommer parce qu'ils le nomment, ils le révoquent. Ce n'est pas le rôle de l'Assemblée, mais Aguillaume étant à l'Assemblée, il a trouvé un moyen, bon, et puis après on lui a collé beaucoup de choses. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on quitte le sujet, on va parler, il nous reste pratiquement 3 minutes pour clôturer ce débat. Alors, Firmin, c'est vrai que nous avons suivi, enfin là nous allons quitter notre pays pour aller au Burkina Faso. Burkina Faso, où il y a le temps de transition qui est en cours actuellement au Burkina Faso. Déjà dans cette semaine, il y a beaucoup de personnes quand même qui attendaient voir Ibrahim Traoré parce que on sait il y a de cela 2 semaines on a vu quand même qu'il y a eu des attaques et pratiquement il est perdu alors sur les écrans, on ne le voyait plus et normalement il devait y avoir même le conseil des ministres le mercredi, mais c'était hier plutôt que hier jeudi bien sûr que le conseil des ministres a eu lieu et il est sorti alors de sa cachette comme le dira l'autre et il a dit que mais pour ces gens là plutôt alors qui croyait qu'il allait fuir, il ne va jamais fuir parce que c'est sa responsabilité de continuer ce temps de transition pour construire son pays. Finalement, est-ce que vous avez été surpris quand vous avez vu aussi, comment l'appelle-t-on, Ibrahim Traoré s'afficher à l'écran? Non, je n'ai pas été surpris. Vous savez, quand on parle des pays de l'AES, c'est-à-dire ces dirigeants, je n'ai aucunement confiance en eux. Parce qu'ils sont aussi fragilisés qu'on ne puisse l'imaginer. C'est-à-dire, vous imaginez, j'ai toujours l'habitude de dire que les Occidentaux sont les plus rancuniers. Quand vous heurtez, vous blessez un lion, c'est un peu difficile sur le plan diplomatique. Et aussi, à l'interne, par exemple, quand nous parlons du président, du chef de la junte, Ibrahim Traoré, à l'interne, dans sa propre armée, il n'y a pas une certaine union. Il y a des hauts gradés de l'armée aujourd'hui qui ne sont plus d'accord avec lui parce que ce n'était pas ce qui s'était dit. Et aussi par rapport à la gestion de la question terroriste. Donc il n'arrive pas à bien gérer. Les généraux ne sont pas d'accord avec lui. Certains officiers supérieurs ne sont pas d'accord avec lui. Et puis apparemment, il ne coûte personne et il compte beaucoup plus sur le Mali et sur Wagner. Et lorsqu'il a commencé, lorsque la pire des situations est arrivée à Mansilla, lorsqu'il y a eu cette attaque-là où il y a plus de 100 militaires qui ont été tués. Donc ça a heurté l'armée comment il s'appelle l'armée burkinabé. Et il y avait aussi une roquette qui est tombée sur la radio-télévision burkinabé. Donc c'était un peu difficile. C'est là où il a fui. Tout le monde sait qu'il a fui. Et il a fui les écrans. On est allé le cacher. Surtout avec Wagner et avec certains militaires burkinabés. On est allé le protéger. Et aussi, il a eu un certain appui de la part de ses amis maliens. Mais aujourd'hui, le conseil des ministres devrait se tenir mercredi, mais parce qu'il n'avait pas la sécurité bien garantie. C'est pour cela qu'on n'a pas pu tenir le conseil des ministres. Maintenant, il est apparu jeudi avec tout un sourire. La situation va être difficile pour lui parce que pour le moment, il ne sait plus qui est qui. Les Occidentaux peut-être n'auront pas besoin de faire quoi que ce soit, mais c'est à l'interne. C'est à l'interne qu'il a des problèmes. Les Maliens ne peuvent rien faire, encore moins le Wagner. Voilà, oui. On sait qu'il y a pratiquement 120 militaires du Mali et aussi de paramilitaires Wagner qui sont venus alors dans le pays pour le soutenir, bien sûr. Mais est-ce que, mon ami Anani, est-ce que vous pensez que la situation sera difficile pour Ibrahim Traoré? Moi, je ne le pense pas. Parce qu'au début, on ne devrait même pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de dissension au sein du groupe ou bien de l'armée. De l'armée.
C'est normal qu'il y ait des dissensions. C'est normal qu'à un moment donné... Il y a une grogne ces derniers temps. Voilà. C'est normal qu'à un moment donné, au vu de la situation qui prévalait, ou bien qui prévaut actuellement, au niveau de la crise sécuritaire, au niveau du terrorisme qui prend encore de l'ascendant, il y a des dissensions au sein de l'armée. Il y a toujours, dans un groupe, des gens qui ne sont pas d'accord avec le leader. Mais moi, je me dis, avec cette sortie d'Ibrahim Traoré hier, il est ressorti plus fort. Il a montré, encore une fois, aux ennemis de l'Afrique qu'ils ont échoué. Ces ennemis-là, qui veulent qu'on entende encore qu'un deuxième Sankara est tombé au Burkina Faso. Et nous prions sérieusement qu'il puisse encore avoir plus de force, qu'il puisse encore avoir plus d'énergie pour continuer, pour qu'enfin on ait un Burkina bien construit. D'accord. Voilà, et Germain, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que Ibrahim Traoré est sorti plus fort? Sorti plus fort, non, je dirais pas, mais je crois qu'il a fait une déclaration quand il est sorti, ce qui n'est pas surpris. Il sait que ses ennemis vont toujours l'attaquer, mais il prétend, en bon militaire, qu'il est prêt. Il les attend de pied ferme. Maintenant, ce qu'il se passe n'est pas étonnant parce que lui-même a dû renverser un de ses compagnons d'armes avec qui ils ont fait le coup d'État. Il doit s'attendre aussi qu'à tout moment, un autre, puisque finalement c'est le mode de dévotion pour arriver au pouvoir, c'est le coup d'État. Donc quelqu'un peut revenir aussi tenter de recadrer ce qu'il est en train de faire. Après, ce qui me dérange un peu, c'est toutes les informations que la France, RFI notamment, donne sur Ibrahim Traoré, et on croit que c'est forcément ça. On dit il a disparu, il a réapparu, il n'y a pas eu de conseil, non. Mais même avant le conseil, il est allé à la prière musulmane. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Et s'il était caché, il n'irait pas à cette prière. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y a des problèmes. Et lui-même n'est pas venu par des élections. Même Marc Christian, qui était arrivé par des élections, a été chassé. Il sait qu'à tout moment, on peut le dégommer. Maintenant, est-ce qu'il a la population derrière lui? Oui, une bonne partie. Est-ce qu'il a l'armée derrière lui? Pas totalement. Il a une partie de fidèles. Maintenant, quand la France dit qu'on a envoyé 100 soldats, les Wagner Mali, c'est pas ça qui va faire le pouvoir de IB. Moi, je crois que c'est pour le discréditer et dire qu'il compte sur une armée étrangère pour être... Je pense qu'il a déjà des fidèles autour de lui qui font le boulot. Maintenant, est-ce qu'il a une majorité au sein de l'armée? Ça, on n'en sait rien. On verra par la suite. D'accord, merci beaucoup, Germain. S'il arrive à résister, c'est qu'il a une bonne partie de l'armée derrière. D'accord, merci beaucoup, Germain. Maintenant, nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs, puisqu'ils sont aussi appelés à s'impliquer ou à participer à ce débat citoyen que nous menons ici. 22 21 33 114 91 36 63 115, c'est les deux numéros sur lesquels nos auditeurs peuvent nous appeler et participer aussi au débat. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu, les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. CNSS, Sécurité sociale. Employeurs, travailleurs et retraités relevant du régime géré par la CNSS, l'assurance maladie universelle est opérationnelle depuis le 1er janvier 2024. Pour une meilleure prise en charge sanitaire de toute votre famille, allez sur le site www.cnss.tg et mettez à jour toutes vos informations ainsi que celles de votre famille. Pour toute information complémentaire, appelez le numéro vert 8323. La CNSS, c'est un pour tous et tous pour un. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde, 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sicavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA.
Warsteiner, la vie dorée. Chez Sunubank, vous êtes unique. Désormais, avec l'application mobile My Sunubank, gérez vos finances sans stress depuis chez vous. Transférez instantanément vos fonds. Retirez de l'argent sans carte bancaire au GAB. Souscrivez à des polices d'assurance 100% digitales et bien plus encore. Téléchargez dès maintenant l'application sur Play Store ou Apple Store et suivez les étapes. My Sunubank, la banque 100% digitale et Pecento. Pour plus d'infos, contactez le 84 44 ou rendez-vous en agence. Sunubank a le bon profil pour vous accompagner digitalement. Sunubank, avec vous à chaque étape. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Niao? Comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canalbox, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuite? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vivez l'Internet illimité. Chérie, tout à l'heure là, je viens de t'appeler, puis le foot est déjà prêt. Mais voilà, tu n'es pas à la mode. C'est la machine à foufou mix qui tourne. La réduction de 100 000 francs CFA sur tous les foufou mix est de retour. Du 10 au 22 juin 2024, prépayez votre foufou mix et économisez 100 000 francs CFA pour une livraison au mois d'octobre, le mois du consommé local. Facilitez-vous la vie avec Foufou Mix, une entreprise citoyenne à votre service. Infoline 90 78 72 30 90 78 72 30 ou 97 55 28 28 97 55 28 28. Il fait très chaud, venez chez Baya Climatisation. Vous voulez installer des climatiseurs, des groupes froids, des chambres froides, des systèmes de ventilation et faire la peinture de rafraîchissement? Contactez Baya Climatisation. Nos techniciens bien formés interviennent pour l'installation, l'entretien, le dépannage et la mise en service de vos équipements de climatisation. Divisez par 2 vos factures et consommation d'électricité. Alors, n'attendez plus, contactez Baya Climatisation, quartier Minamadou, première voie sur votre droite après la station Total Minamadou 1. Téléphone plus 228 97 77 88 88 ou plus 228 70 23 88 88. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces, saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. Auxilium Santé, votre conciergerie médicale de référence, vous offre l'accès aux soins de santé les plus avancés. Une prise en charge médicale d'exception. Grâce à notre savoir-faire, nous organisons votre prise en charge médicale à l'étranger. Réalisez votre bilan de santé personnalisé. Téléconsultez votre médecin en toute simplicité. Obtenez un second avis médical décisif. Bénéficiez d'un séjour médical exceptionnel. Et si vous ne pouvez pas voyager, c'est votre chirurgien qui vient à vous. Pour votre plus grand confort, optez pour l'hospitalisation à domicile. Notre équipe médicale vous accompagne au quotidien. Confiez-nous l'achat de vos médicaments ou matériels médicaux. Nous vous livrons en 72 heures chrono. Optez sinon pour une prise en charge plus naturelle à l'eau thermale. Auxilium Santé, l'expertise médicale à votre portée.
Contactez-nous au plus 228 93 49 82 82 plus 33 695 710 895 sur notre site web www.auxilium-santé.com. Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et participer au débat de ce vendredi 22 21 33 114. Premier auditeur. Allô? Allô Pascal. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, je vais bien. Votre nom c'est? Bonne émission. Merci beaucoup. Votre nom? Monsieur Abalo. Monsieur Abalo, vous nous appelez? Je vous appelle d'Agoué. Agoué, allez-y. Je dis, moi, j'aimerais seulement apporter de l'eau au moulin de l'analyse de votre confrère Firmin concernant le cas Kakonou Boupo. Il a fait une analyse très pertinente. Donc, le ministre Kakonou Boupo, c'est une grande personnalité. Il doit comprendre ce que votre confrère a dit là et tirer sa leçon de conséquences. Puisque la bouche qui mange ne parle pas. Donc, moi, c'est ce que je dois lui dire. D'accord. Concernant, je vais au Burkina. Il dit, bon, aujourd'hui, il est sorti, il a fait une sortie médiatique. Il veut se défendre, c'est normal, mais nous tous nous savons qu'il y a eu quelque chose chez lui. Donc, il doit faire beaucoup attention. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est très mal vu par les Occidentaux. Et dans son pays, moi, je vois que son grade là est trop... Il est trop jeune, et puis son grade là aussi est trop petit. Capitaine, avec son âge là, il commande ses grands frères, ses papas. Il n'a qu'à s'augmenter les grades, comme les autres ont fait. Il s'augmente les grades. Aujourd'hui, il est fort, donc il n'a qu'à prouver qu'il est fort. Il s'augmente les grades jusqu'à général. Et maintenant, il commande. Sinon, vraiment, il est sur une pente glissante. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abalo, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, c'est? Oui. Isidore. Isidore, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Nyekona. Nyekona, oui, allez-y. Bien. Monsieur Firmin, vous ne serez jamais compris sur votre analyse concernant le bureau de l'Assemblée. Vous ne serez jamais compris. Moi, j'ai fait pas seulement l'analyse, mais on sait ce qui se passe. Les gens, quand vous parlez dans l'oreille avec le chef de l'État, on a l'impression que vous êtes son homme de confiance, vous êtes ceci, cela, alors qu'il faut connaître l'homme et savoir ce qu'il fait autour de lui. Vous serez toujours incompris. Depuis le début de la semaine, vous faites l'analyse et je vous apprécie, même si de temps en temps, je n'apprécie pas trop ce que vous dites. Donc, ça là, vous allez continuer à débattre, vous n'avez jamais compris, mais laissez les gens. Concernant l'analyse de l'Assemblée tout à l'heure, j'ai vu la pertinence de M. Anani et de M. Firmin. Et je souhaiterais qu'à chaque fois, nous puissions voir très loin et décortiquer les choses. Bon, maintenant, pour terminer, je vais seulement même appeler surtout pour M. Germain Poli. La manière dont tout à l'heure, il s'est mis à la place de nous les auditeurs. Comment est-ce que nous vous voyons aussi? Il dit maintenant, c'est la manière dont RFI est en train de parler, la personne est allée à la montée, ceci, cela. C'est ce que vous faites parfois aussi. Et nous aussi, nous parlons et vous n'aimez pas, ça fait mal. Et aujourd'hui, Germain Poli ou Togolais journalistes vous disent que RFI ment, ou bien RFI raconte des conneries, ou bien vous n'avez pas utilisé ces termes. Mais quand on écoute aujourd'hui les Africains, RFI, ou parfois on dit, on n'a pas parlé du Togo, on n'a pas parlé du Togo, parce qu'on aime quand ça parle, on pense que la CEDEAO, les gens vont réagir. Aujourd'hui, voilà, RFI parle, on dit ceci. Les gens de RFI sont plus outillés que nos journalistes africains. Et parfois, ils ont les informations prises. Nous voyons ce que Jeune Afrique fait. Il faut fouiller. Il faut fouiller.
Merci D'accord, pour ceux qui merci. pensent aussi, et ou bien ceux qui savent qu'au moins quelque chose s'est passé au Burkina. D'accord. Donc, il faut laisser la comédie du Bouti. D'accord, mais merci beaucoup Isidore pour votre intervention. Allô 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô Allô, bonjour. Oui, bonjour Daïsi. Je suis obligée que j'appelle aujourd'hui parce que j'ai pris de ça ce scandale de forfait là. Oui, allez-y, vous y êtes. Allez-y. Oui, j'ai pris ça et puis je roule là, mais je me suis garée. Et c'est pour vous dire comment ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur, le Togo, quoi. Et puis voilà. Et vous avez parlé du chef de l'État qui sera président des conseils, de tout ça là. Le président nous a, comment on dit ça, sur la Constitution là, comment on dit, sur la Bible, comment on dit ça, prête-moi le mot. Prêter serment? Il a prêté, voilà, sur la Bible, qu'il allait suivre la Constitution à la lettre, non. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a mis ce machin-là, ce serment à côté, et on fait autre chose. Et maintenant, vous pensez qu'il a des mandats non limites? Est-ce que c'est bon dans une république? C'est pas bon. Hein, pour qu'on nous parle de trucs comme ça. Pour l'histoire de la constitution parlementaire, on l'avait essayé en 91, non, où il y a eu le truc de Kofigo, tout ça là. Je crois que voilà, il faut le dire aussi. Et les coups d'État, moi j'assimile les Africains maintenant. Africains, c'est coups d'État, c'est, comment on dit ça, fraude électorale, charcutage de la Constitution, les guerres insensées, la violence. L'Africain, c'est ça. Avec les puissances derrière, et ils font ça. C'est pas bon. Laissez nos pays se développer. Pour l'argent, le pouvoir, les gens n'ont pas à se regrouper et à commettre ces trucs-là, ces crimes-là. C'est pas bon. Merci beaucoup, sinon, madame. c'est facile, hein. Je veux dire aussi que c'est trop facile. Hein. Tout le monde s'organise, je sais pas, vous vous organisez et puis vous braquez la République. C'est facile à faire. Arrêtez ça. Vous êtes la risée des Européens, pas des pays de l'Est, pas de la Russie. Voilà. Mais les Européens nous rient au nez. Merci. Merci beaucoup, madame, ici pour votre intervention. Allô? Bonjour, comment vous allez? Ça va aussi, c'est Basile? D'accord. Basile, vous allez devoir aussi un peu la voix parce que nous avons du mal à vous écouter. Ah ouais? Ça va? Oui, ça va mieux. Allez-y. Bon, je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Bon, pour dire un peu, le professeur Kapou n'a pas besoin de ces analyses-là pour dire qu'il n'a pas positionné un coup d'État constitutionnel avant qu'il ne mange. Lui ne va pas faire comme lui-même, comme il le pense. Non, c'est pas bien. Quand vous venez pour faire des analyses... Basile, nous avons toujours de difficultés à vous écouter. Une bonne analyse aujourd'hui. Voilà quoi. Il ne faut pas dire qu'un professeur va contrôler quelque chose comme ça avant de continuer par assumer son poste. C'est pas bien. Voilà. Pour le reste, qui est président du conseil, qui est institut du Sénat, ça n'intéresse pas un Togolais. Merci. D'accord, merci beaucoup Basile. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce vendredi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour le plateau. Oui, c'est Armand. Oui. Allez-y. Il faut dire que ce qui se passe dans le Sahel, plus précisément au Burkina Faso, c'est une guerre de communication. Parce que nous savons très bien que, entre-temps, au Sahel, les Occidentaux étaient comme des personnes pour l'attaque. Donc, ce qui fait que, aussi, c'est vrai, ils se sont retirés, mais ils ont pris des initiatives pour résister contre les autorités du pays. Donc, vraiment, il va falloir que les autorités burkinabées puissent avoir les moyens de leur politique, faire ce qu'il faut pour contrecarrer la propagande de tous ces médias occidentaux.
Merci. Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce vendredi. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un tour de table, un dernier tour de table même d'ailleurs. Germain, vous avez écouté les uns les autres alors se prononcer bien sûr sur l'actualité ici. Quelle est votre réaction? Moi, je n'ai pas de réaction particulière. Revenir un peu sur un point important dont on a su débattre ce matin, c'est le patriotisme. Donc, il faut travailler à le renforcer, surtout auprès de la jeunesse, pour qu'on comprenne que ce pays-là, on doit l'aimer, on doit le construire, et on ne peut pas le construire sans cette jeunesse-là, sans ce patriotisme-là, sans ce civisme-là, sans cet amour pour nous-mêmes et pour notre pays. D'accord. Oui, Firmin? Donc, merci à tous ceux-là qui sont intervenus. Donc, c'est la démocratie qui s'exprime ainsi. Mais je voudrais juste revenir un peu sur les pays du Sahel avec ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous savez, quand vous suivez un peu la politique et vous voyez un chef d'État qui disparaît, qui apparaît comme ça dans ces conditions, qui fait un jeu de com', vous comprenez tout de suite que le gars, il est fragilisé. C'est comme ça. Aller suivre un peu les anciennes vidéos, les documentaires, vous comprenez tout de suite. Et puis, c'est des choses qui sont arrivées de par le passé. Quand des chefs d'État subissent des pré-coups, moi j'appelle ça des pré-coups, des choses qui menacent leur pouvoir, ils ont, après leur sortie, ils aiment prouver au monde qu'ils ne sont nullement blessés. Ils n'auraient pas fait ça. On comprendrait qu'ils n'étaient pas touchés. Le fait de montrer aux gens que je suis en forme, ça veut dire que vous avez quelque chose à vous reprocher. Vous savez que les gens vous avez été heurtés et vous voulez essayer de combler le vide. Mais ce que nous souhaitons pour la sous-région, c'est plus de paix, plus de sécurité. D'accord, monsieur Anani. Moi, je vais rejoindre l'aîné Germain Pouli pour dire que nous avons du travail à faire. Il faut que nos parents, il faut que nos mamans, qui ont la lourde tâche d'éduquer des enfants, qui ensuite deviennent des adultes, puissent faire en sorte de sortir ces enfants-là de ces clivages ethniques qui reviennent nous faire du mal. Et j'avais lancé un appel tout à l'heure, je vais relancer le même appel. Nos sœurs et nos frères qui ont la chance de faire des vidéos TikTok, d'être sur les réseaux sociaux, au lieu de faire de ces vidéos-là qui montrent que la société a atteint un niveau de décadence morale, il faut plutôt qu'ils utilisent ce temps-là pour amener les uns et les autres à aimer ce pays. Et c'est seul à travers l'amour et le patriotisme que nous pourrons développer notre pays. D'accord. Je reste avec vous pour votre carton de fin d'émission. Votre note de fin d'émission, j'allais dire. La note, c'est adressée soit à une institution, soit à une personnalité, soit bien sûr à quelqu'un d'autre, bien sûr, de la société. C'est de 0 à 10. C'est difficile l'exercice. Alors, Germain? Germain? Ben, je reste dans la logique, dans le sillage de la fête. Non, c'est la note, oui. Des martyrs. Oui. Alors, pour donner 9 sur 10, pour ne pas dire 10 sur 10, pour les forces de défense et de sécurité qui sont déployées en permanence depuis plusieurs mois dans le nord du pays. D'accord. Qui font que il y a peu de dégâts au Togo. Ok, merci beaucoup. Merci pour la note. Oui, Firmin? Oui, 9 sur 10 pour le Togo, qui a brillé cette semaine avec son classement au niveau de l'UEMOA. Je pense que les autorités togolaises font ce qu'elles peuvent faire. Donc moi, je les encourage à toujours bien faire, surtout dans l'intérêt du peuple togolais. Mais nous rappelons quand même que nous avons été premiers sans avoir la moyenne. D'accord, oui. Moi, je donnerais 4 sur 10 à la CET, qu'on appelle pour des pannes et qui n'interviennent pas quand il faut intervenir. Merci beaucoup à vous tous qui avez participé à cette émission. Germain Pouli, merci. Merci Firmin Teko Agbo, Monsieur Anani, Kofi, merci à vous aussi d'être passé. Alors,
l'heure dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi, grand merci à vous puisque votre contribution à cette émission enrichit bien sûr l'émission, enrichit bien sûr ce débat. Alors merci à Thomas et Ted TV qui a assuré la mise en onde, Géraud Dakuta a assuré la mise en ligne, je suis Pascal Lossou, je vous retrouve déjà lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Portez-vous bien et passez un bon week-end.